Bonjour à nos auditrices et auditeurs de 89.7 Contact FM, la fréquence, la référence. Eh bien voilà, nous avons une section spéciale, section d'assaut, je dirais même carrément. Pour 3 jours, on a 3 jours, on va profiter de personnes qui sont dans nos murs ici pour la revue de la presse en français. Spécialement pendant ces 3 petits jours. Alors, je suis gender sensitive, comme on dit en franglais ici, avec à ma gauche, Emeline, qui est une collègue de l'autre côté de la Cagnarou, comme on dit, d'en face, de Bujumbura, de Télé Radio Renaissance. Bonjour Emeline. Bonjour Albert. Super, génial de t'avoir parmi nous. On a Lion, la voix rugissante que tout le monde connaît. Je vais me faire un Moses plutôt. Bonjour, comment ça va? Et il y a Dacha qui est un collègue du Cap-Vert, mais qui est aussi un collègue qui opère surtout sur Vox Africa. On a la chance de t'avoir parmi nous. Ah oui, en français, on tutoie. Hein. Ouais, d'accord. Okay. Ça va? C'est du franglais. C'est du franglais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que... vous voulez, Albert. Pas trop familier quand même, on n'a pas gardé les vaches ensemble. On garde les distances. Alors, chers amis, c'est de la revue de la presse en français. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces jours-ci? Qu'est-ce qui vous frappe pour aujourd'hui avec le pittoresque Dacha, ça fait quelques jours que tu es dans ce... Enfin, tu connais le Rwanda de toute façon, mais tu es de retour au Rwanda. Tu étais ici pour couvrir la réunion du WEDEF, le World Export Development Forum, en français dans le texte. Dacha, qu'est-ce qui te frappe depuis les quelques jours que tu es ici au Rwanda? Et surtout internationalement, régionalement, comment est-ce que tu disons, localement d'abord, c'est la question des taxes, en fait, des impôts. Ah bon, hein? Parce que j'ai trouvé un débat terrible, très intéressant, c'est-à-dire donc la société, nous sommes dans un pays qui évidemment est en train de promouvoir le secteur privé. Absolument. Et il y a ce problème de paiement de taxes, en fait. Parce que si j'ai compris, Albert, il y a beaucoup de privés qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas payer leurs impôts, en effet. Non, je crois que c'est une exagération, c'est une loupe sur un détail. Mais comme tu dis, effectivement, l'idée, c'est de générer un secteur privé qui soit plus grand, plus dynamique. Oui. Et là-dedans, parce que toute la vision, c'est de pouvoir, en fait, s'affranchir de l'aide. Oui, mais moi, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai un sentiment vraiment très partagé. C'est-à-dire que, en fait, je crois que c'est au nom d'une bonne gouvernance que les autorités, disons, exigent que ceux qui doivent les impôts puissent les payer. Mais d'un autre côté, on sait que dans une situation d'une certaine fragilité, ou je dirais une certaine enfance au niveau du secteur privé, qu'on puisse en effet trouver des compromis. Parce que si on part du principe qu'il ne faut pas, si on commence à pardonner 100% en fait ceux qui doivent aux impôts, si demain cette même société devient par exemple une grande société qui opère au niveau de la région, même au niveau mondial, je crois qu'à ce moment-là, si jamais on les a pardonnés aujourd'hui, donc à ce moment-là, au lieu de puiser dans le résultat positif qu'ils vont avoir dans l'avenir, je l'espère, donc je croise les doigts, ça serait vraiment dommage. Parce que comment on va continuer à entretenir les infrastructures? Parce qu'en fait, je suis vraiment surpris, agréablement surpris. En fait, les routes ici en ville et plein de choses, on se sent vraiment en sécurité. Tout ça a un coût. Il faut que ça vienne de quelque part, non? Oui, non, mais absolument. Mais je crois que le vrai débat, le vrai débat, c'était juste sur un geste qui s'est produit entre l'institution qui se charge de la collecte des taxes et des impôts, sur une publication d'une liste de gens qui Non, mais j'ai trouvé le débat très intéressant. Oui, et donc, c'est ça que je veux dire. Oui, mais donc, voilà. parce que je veux dire, il faut que les gens qui nous écoutent puissent comprendre le contexte. Je veux dire, donc, on a eu un débat
sur un mouvement de la part de cette institution pour pouvoir récupérer des arriérés. D'accord. Donc, je ne crois pas que ce soit qu'on revienne là-dessus, parce que on a fait d'une façon extensive en français en Kinyarwanda et en anglais. Mais la vraie question, comme je crois que tu posais, c'est que de toute façon, dans la même vision de vouloir développer un pays qui s'affranchit de plus en plus de l'aide extérieure pour pouvoir vraiment compter sur sa propre économie, générer ses propres revenus, dans la même vision, il y a aussi de pouvoir attirer des investissements étrangers directs qui ont un impact sur l'économie. Effectivement, ce genre de geste aussi ne lance pas un message, un bon... positif. Parce que si ça projette une image comme quoi, en fait, le secteur privé a vraiment des difficultés. Donc, je crois qu'on a un peu exagéré, on a peut-être fait quelque chose. Je crois en tout cas en communication, et c'est plutôt mon domaine plutôt que les chiffres. Je veux dire... donc, Paye tes impôts, Albert. Combien de pourcents sont d'accord avec toi, Albert? Mais justement, en communication, je crois que c'était pas la meilleure chose à faire, ni cela, ni comme ça. Okay. Je crois pas que l'histoire de le fouet, le bâton puisse aider. Ouais. Mais ceci dit, je crois qu'en général, il y a une assez bonne gestion, parce que nous venons de 100% à maintenant autant de pourcents, ce qui démontre qu'il y a vraiment un progrès, et je crois qu'on doit continuer dans ce sens-là. Non, en fait, l'organisation de World. Mais ce qui était très important, que je trouvais qu'on a dit en anglais, on doit comprendre que nous sommes dans une situation très délicate, parce que on vit à du 200 à l'heure, dans une situation où d'un côté nous avons un régime de taxes qui est des plus élevés. C'est vrai, entre 30 et 40%. 30 et 40%, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte qu'en Occident, pour arriver à un tel régime, c'est après tellement d'années de développement qui ont fait que ces sociétés se sont tellement enrichies qu'on a décidé de taxer pour encore pouvoir générer beaucoup plus de choses. Voilà. Et d'un côté, ça c'est un régime de taxation aussi élevé, oui. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'accès aux finances qui coûte tellement cher. Parce que aux banques, 18%, 20%, oui. C'est énorme. Voilà. Et ça laisse les entreprises avec très peu de mal. C'est incroyable parce que pendant que j'assistais à cette conférence, ce forum, donc le World Export Development Forum, en fait, j'ai vu j'ai écouté beaucoup de privés, des investisseurs étrangers, ouais. Des candidats à investir ici. En fait, oui, j'entendais ce genre de discussion sur les taxes qui coûtent relativement, c'est un peu élevé, entre 30 et 40%. Mais la question que je me posais, c'est alors pourquoi ils sont intéressés à venir, en fait, Et c'est vrai qu'il y a aussi d'autres éléments comme donc la sécurité globale, la sécurité humaine, comme on dit, et aussi la question des règles de droit, donc de sécurité juridique. Oui. Et en fait, tout ça fait partie pour eux des facteurs, de ce qu'on peut appeler même, pas seulement des facteurs de développement, mais aussi des facteurs de production. Donc c'est pour ça que je crois que l'un dans l'autre, en fait, je suis vraiment très partagé. C'est ça que je veux dire. Oui. En fait, un peu pour continuer dans la lignée de ce que Albert disait, ce que tu viens de contribuer, Dacha, c'est que, en fait, il y a deux côtés. Il y a d'abord ce côté d'attraction ou d'attirer les investisseurs étrangers, donc le Rwanda et le gouvernement dans sa logique a créé un climat très propice et très favorable. Mais ce qu'on déplorait peut-être, on se permettait quand même de critiquer que peut-être au niveau maintenant local,
que cette conversation soit maintenue, parce que là, quand on parle d'investisseurs étrangers, eux, ils sont habitués à ce régime de taxes, eux, ils sont habitués, ils connaissent les paramètres, mais pour la population locale, pour les nouveaux, surtout les petites et moyennes entreprises, c'est quelque chose de nouveau. Et souvent, la relation entre contribuables et collecteurs d'impôts est souvent mauvaise. Et souvent, parce qu'on ne comprend pas. C'est un principe partout. Hein. Voilà, c'est un principe partout. Maintenant, depuis la Bible, d'après la... D'après la Bible, ouais. Hein. C'était depuis la Bible, c'est toujours le mauvais de l'histoire. On dit à Jésus, mais tu parles aux prostituées. Et en plus de ça, aux collecteurs d'impôts. Encore pire que la prostituée. Alors maintenant... Donc, à l'époque, fallait être... Fallait mieux être prostituée, voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu parles aux gens, quand tu parles aux particuliers, surtout à ceux-là qui ont des petites entreprises, des moyennes entreprises, ils ressentent souvent la taxe comme étant une pénalité. Oui. Et souvent, on oublie de comprendre ce simple pacte entre le citoyen et son gouvernement, entre citoyens, entre nous-mêmes, pour être dépendants seulement de nous-mêmes et évidemment pour pouvoir tous ensemble justement construire le pays. Donc c'est un peu à ce niveau-là que il y a pas eu de conversation et soudainement, paf, on voit une liste, tout ça c'est les mauvais payeurs. Mais la façon dont ça a été fait suggère que ces gens ne veulent pas payer, et plutôt que de dire qu'ils sont peut-être en difficulté de payer parce que tout ça est nouveau, parce qu'on essaye de contribuer. Et justement, on se dit que dans l'optique, comme disait Albert, maintenant, dans l'optique d'avoir un secteur privé au Rwanda qui est vibrant et qui maintenant contribue à attirer les investisseurs étrangers, c'était peut-être pas la meilleure des stratégies. Ceci dit, pour rassurer tout le monde, voilà... même aujourd'hui, on a une émission avec Harare. Donc, donc, je veux dire... Et on va vous payer. On va vous payer. Il n'y a pas d'argent, mais on va vous payer. En fait, comme quoi, disons, il faut toujours être pédagogique, en effet. Oui, oui. Non, mais je crois qu'au Rwanda aussi, on jouit d'une situation exceptionnelle. Je veux dire, il y a vraiment... une volonté des différents secteurs, des différents composants de la société, de tous contribuer. Donc, le fait qu'il y ait une porte ouverte, le fait qu'il y ait un dialogue, je crois que ça nous fait gagner beaucoup de temps et en efficacité. Absolument. Ceci dit, ça, c'était les impôts. On passe à autre chose, Dacha. Évidemment. Bon, je commence par une blague, alors. Oui. Alors, voilà. On en a grandement besoin. Ah ben, évidemment. Parce que normalement, tu as dit, c'est assez marrant, tu as dit, on jouit d'une situation particulière. Normalement, il a son moment. Il a son moment. Il a son moment. Il a son moment. Quand on a produit de l'argent, on peut jouir, c'est ça. Voilà. En temps voulu. Pas anticipativement. Donc, ni en retard. C'est ça qui est pire. Ça marche dans toutes les langues. Alors, un touriste américain qui se retrouve à Séville. Et Séville, c'est connu aussi pour la tauromachie, les combats de taureaux, etc. Il va dans un restaurant et pendant qu'il sirote sa sangria, il voit un plat qui est servi à son voisin. 2 boules dans une sauce tomate monstrueuse comme ça, mais ça sentait tellement bon et le type demande au garçon, c'est quoi que vous... Ah, vous savez, ici vous êtes à Séville, il y a un combat de taureaux, et les taureaux, voilà, et on sert les coudes du taureau au voisin, c'est ça, ça a l'air tellement bon, c'est excellent, c'est spécial, etc. Est-ce que vous pouvez me servir aussi? Ah, monsieur, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul tauromachie par jour, et que donc ce taureau, il y en avait qu'un, il en avait que 2. Il n'en avait que 2. Mais si vous revenez demain, avant midi, vous pourrez vous trouver. Alors, le lendemain, il revient, évidemment. Il est déjà là à 11h, tu vois. Il dit, est-ce que vous pouvez me servir? Oui, bien entendu. Alors, il revient, mais elles sont de loin plus petites. Tu vois, elles sont de loin plus petites. Et l'autre, il dit, bon, ça a l'air très délicieux. D'ailleurs, ça sent aussi bon qu'hier. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, elles sont si petites? Ah, vous savez, il y a des fois que le taureau gagne. Alors, ça, c'était... Alors, Evelyne, qu'est-ce qui t'a frappé dans la région? Ah, mais au fond, ça fait des jours qu'on parle du Burundi et du Rwanda, là. Et on a Rweru. J'espère que tu n'es pas venu par la Kagera. Mais apparemment, on ne fait pas le voyage dans le sens contraire. Ah oui, c'est pas... On ne remonte pas.
C'est ça. C'est quoi l'ambiance? Je veux dire, il y a par exemple cette situation où hier, Contact FM, je le sais parce que j'ai des contacts, a appelé C'est le cas de le dire. a appelé le gouverneur de Muyinga et pour demander ce qu'elle en pense des événements, surtout des derniers événements, et sur quoi elle a dit qu'en fait, ce n'était pas de son niveau et qu'il fallait se référer à un niveau supérieur. Or, j'ai entendu que le média pour lequel tu contribues aussi, la Renaissance, elle aurait dit que carrément, vous savez, on ne sait même pas si ces gens qui sont venus sur le lac étaient vraiment venus pour déterrer les corps. Donc, elle a dit des choses contradictoires. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de brume autour de ce lac Ergueru. Oui, justement, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et ce qui est bizarre aussi, c'est de voir qu'il y a des informations différentes sur les différents médias, BBC, RFI. Si tu écoutes Renaissance, tu auras des informations différentes que celles qui passent sur BBC, qui passent sur RFI. C'est là où on se pose des questions. Comment, sur une même affaire, presque les mêmes personnes qui habitent autour du lac donnent des informations différentes? C'est là où on se pose des questions. Il y a vraiment du brume autour de cette question des cadavres. Qu'est-ce que dans le milieu au Burundi, je dirais, dans les médias, parce que c'est vrai, on les entend peut-être pas assez, mais qu'est-ce qu'on dit en général? Parce que, bon, là c'est clair, il y a un feuilleton de l'été indien d'ailleurs, puisque on est en septembre, qui est généré tous les jours par RFI, qui génère des nouvelles sans source d'ailleurs. Mais chez vous, au Burundi, qu'est-ce qu'on en dit? Au Burundi, déjà, il y avait un climat qui n'était pas favorable par rapport à certains médias privés, parce qu'on commençait à dire à des médias privés qui veulent prouver que ce sont des cadavres burundais alors que ce sont des cadavres rwandais. Et ça a été vraiment... Il y a eu un climat qui n'était pas favorable, mais à un moment, on a dit, de toutes les façons, le médium pour lequel je travaille a décidé de continuer de faire des investigations parce qu'il y a des gens qui se posaient des questions, des gens qui commençaient à dire cette affaire quand même. Parce qu'au Burundi, il faut dire, c'est pas la première fois que des rivières génèrent des cadavres. Donc... Là, c'est vraiment des gens qui ont commencé... Il y a un nid de rivière qui génère des cadavres au Burundi. Donc, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'était pas la première fois. Et ce climat-là, à un moment, il y a des gens qui avaient peur parce qu'on se disait, si ça commence comme ça, peut-être aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est des gens de ma famille. Parce qu'on a déjà vu des cadavres au Burundi qui sont générés par des rivières. C'est là où on a dit, il faut absolument faire des investigations. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'au niveau local, au niveau de l'administration, c'est là où on trouve des informations qui sont bizarres. Bizarres, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, non, il y a des cadavres, mais on a entendu qu'il y a des cadavres, on n'a jamais vu ces cadavres, on ne sait pas où ces cadavres sont enterrés. C'est là justement où on se pose des questions. Et la chose qui m'a étonnée, la chose qui nous a étonnés au niveau de mon médium, c'est de voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui refusent de parler, mais tu entends les mêmes personnes parler à notre médium, à RFI ou à BBC. Mais quand nous, on fait une descente, ces gens, des fois, refusent de parler, ou même l'administration. Il faut aussi avouer que les médias privés au Burundi n'ont pas, disons, de bonnes relations avec l'administration. Parce que nous sommes souvent vus comme des médias qui travaillent pour l'opposition. Donc, Vous êtes les chiens de garde. Ah oui. Donc, on est mal perçus par l'administration. N'essaye surtout pas d'être gender sensitive, c'est aussi des chiennes de garde. Non, mais on ne peut pas dire que RFI ou la BBC travaille pour le gouvernement burundais. Non, ils ne travaillent pas pour le gouvernement burundais, mais il faut aussi dire qu'on n'a pas peut-être la même ligne éditoriale, on n'a pas peut-être... on ne travaille pas de la même façon. Parce que je trouve assez bizarre qu'il y a des informations qui circulent sur RFI et BBC et qu'on n'arrive pas à voir, nous, alors qu'on est sur terrain. C'est là, justement, que je me pose... Donc, la question est... victime, en quelque sorte. Non, la question est de savoir si l'information que les autres colportent est réelle, puisque si les médias locaux n'ont pas cette information, est-ce que ça veut dire que l'information existe? Ou qu'ils sont moins journalistes que les autres? Non, je ne dirais pas moins journaliste, je dirais... Non, c'est pour ça que je... il fait l'avocat. Voilà, il fait l'avocat. Mais moi, ce que je trouve quand même comme étant un travesti dans toute cette histoire, c'est que
il n'y a aucun fait tangible. Mais bon, la seule chose tangible, c'est qu'il y a apparemment 4 cadavres. Mais on a les noms, donc on n'a même pas ça. Mais au moins, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a 4 cadavres qui ont été repêchés de ce lac et qui ont été enterrés. Mais malgré l'absence de faits tangibles, on continue à nous balancer. Voilà, par exemple, je trouve quand même ça c'est incroyable qu'on continue à nous dire 40 morts, mais personne n'arrive à nous dire où sont ces 40 morts, et personne n'a envie de plonger pour se dire, ok, s'ils sont dans le lac, plongeons. Voilà, même Allons-y. donc apparemment personne n'a envie d'en savoir plus. Tout ce qu'on a envie, c'est de se jeter accusation et contre-accusation, ce qui donne l'impression justement. C'est les médias qui le font. Voilà, mais ce qui donne justement l'impression, même au vu de ce que nous dit Emeline, qu'il y a que ça arrange certaines personnes qu'on pointe le doigt au Rwanda. Pour non, dire mais ça quel serait le rôle du Rwanda là-dedans? En fait, parce que ça, nous aussi, on se pose la question. Parce que là, moi, je suis du genre à me poser toujours des questions. Je dis, ouais, c'est possible que ce soit le Rwanda, mais alors que ce soit un peu plus tangible, que ce soit un peu plus clair, alors qu'on enquête. Mais c'est assez intéressant de voir que du côté burundais, si ils disent effectivement, j'écoutais une intervention, je crois, du porte-parole je crois, du ministre de l'Intérieur, ou je ne sais pas qui, sur RFI. Il dit, nous, on a fait notre travail, il faut aller voir ces Rwandais et leur demander... Avec l'accent. Attends, il y a déjà eu la réaction ça ne marche qu'avec l'accent. Des officiels rwandais bon. Non, parce que je n'ai rien vu, mais même je veux dire, une réaction comme ça ne peut pas... Je veux dire... il peut uniquement avoir une réaction si ce ministre burundais demande officiellement une demande. Je dis, donc, comment c'est pas par médias interposés. Non, voilà, ça peut pas se passer comme ça. Je veux dire. Non, mais Albert, en fait, c'est vrai ce que tu dis, mais en termes de communication précisément, c'est-à-dire, évidemment, si jamais il y a du côté du Burundi un ministre ou le représentant du ministre qui fait une déclaration comme ça au niveau des médias international, normalement, il devrait avoir aussi une réaction de la part du Rwanda, parce que sinon, en fait, et dans le contexte la perception que j'ai, c'est comme s'il y a un tabou quelque part, non? Je ne sais pas. Je crois que il faut quand même revenir. Les médias jouent toujours avec une très petite mémoire. Hein. Mais en fait, les médias ont intensivement, au début de l'affaire, au début de la couverture, demandé aux instances rwandaises. Donc, elles ont déjà répondu. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de nouveau qui puisse les pousser à dire différemment. Je veux dire, mais seulement... Évidemment, si on a fait oublier le fait qu'ils ont déjà dit, écoutez, chez nous, ceci, cela, et qu'on ramène ça, on dit, mais encore plus de... Tu vois, parce que les titres, on vous dit, il y a des bateaux qui sont venus du Rwanda. Bon, moi, maintenant, ce que j'ai appris dans les derniers jours, en fait, c'est qu'au fond, parce que, je veux dire, en prenant compte de ce qu'elle a dit, le gouverneur, ce qu'elle a dit sur Télé Renaissance, de dire, parce qu'elle a dit que rien ne nous dit que ces gens étaient venus déterrer des corps. Alors donc, ce qui veut dire qu'il y a un trafic de bateaux, parce qu'on a été 2 fois. Je veux dire, moi j'ai été sur le lac. Moi je croyais qu'il y avait que 2 bateaux à moteur. Mais donc, apparemment la nuit, il y a des mouvements sur ce lac. Mais il faut qu'on aille filmer là-bas. Mais la question que je me dis, s'il y a des mouvements sur le lac, alors maintenant, qui ferme la porte au fait que des gens puissent être amenés la nuit par les mêmes voies et déposés là comme corps? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on nous dit que ça vient de la Kadira alors qu'apparemment il y a même du trafic maritime? Non, mais c'est là que c'est de la responsabilité du gouvernement de l'État burundais, non? Il y a 70% qui sont en fait en territoire burundais et 30% en territoire rwandais. Donc, et les autres 10%, Albert? Enfin, 70, Albert et les chiffres... 70 et 30, ça fait que... d'accord, 70 et 30. Clairement. 70 et 30. Tu vois? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent vraiment maintenir un flou autour de cette histoire de cadavres sur le lac Gweru. Et c'est là vraiment on se pose des questions. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui veulent absolument faire en sorte qu'on dise qu'il y a vraiment des tensions entre le Rwanda. Des gens, c'est qui, vous savez? Non, justement, parce que
on dit des gens parce qu'on ne peut Laissez pas parler les affirmer. gens. On peut pas affirmer cette personne. Moi, je trouve ça quand même incroyable parce qu'il y a eu mort d'hommes et apparemment aussi de femmes. Oui, ça, c'est et donc, On au sait lieu pas, d'être concentré sur ça ça. et d'enquêter sur Oui, ça, oui. maintenant, il y a 4 corps qui ont été enterrés, qu'on commence là. Donc, personne n'a l'air d'être intéressé à ne pas les déterrer et à surveiller Manu Militari, mais on n'a pas l'air d'être intéressé de savoir c'est qui. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là et qu'est-ce que ça veut dire pour non seulement disons qu'ils sont rwandais mais c'est quand même c'est inquiétant. Alors au moins la démarche de savoir, de pouvoir identifier, je me dis que si les Burundais, par exemple, si les autorités burundaises affirment que ce ne sont pas des Burundais et vont même peut-être quelquefois faire le pas en avant et dire que ce sont des Rwandais ou supposer que ce sont des Rwandais, quoi de plus facile que d'enquêter? Donc un peu plus de rigueur intellectuelle chez les journalistes aussi, non? Personne n'a envie de savoir qui c'est. C'est gênant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu tuerais des gens? Je vais jouer l'avocat du diable. Pourquoi est-ce que tu tues... il y a plusieurs. Celui qui a le copyright. Ok. D'accord. Alors, droit de propriété intellectuelle. Tu tues des gens. Tu fais pas disparaître les corps autrement. Tu les ligotes, tu les jettes dans la rivière. Clairement, tu as envie que les gens le sachent. C'est un message que tu dois pas... J'imagine dans ma logique, tu aurais pu les enterrer. Tu aurais pu les mettre dans l'acide. Tu aurais pu les mettre dans l'acide. Tu aurais pu les brûler. Mais non, tu décides de les jeter dans la rivière. Clairement, tu as envie de passer un message à quelqu'un. Et pourquoi est-ce que tu retournerais maintenant essayer de faire disparaître les preuves alors qu'apparemment, tu as fait tout ce qu'il fallait pour que les gens sachent qu'il ne faut pas jouer avec nous. Là, maintenant, je suppose que ce sont des Rwandais. Disons, c'est les Rwandais, c'est les autorités rwandaises qui veulent dire, vous les opposants là, arrêtez de jouer avec nous, donc on vous tue. Ça va si loin, ça va si loin. Oui, mais parce que tout ça, ils jouent l'avocat du diable. D'accord. Comme on balance toutes ces hypothèses, je me permets d'y réfléchir. Oui. Parce que, crois-moi, je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais quelquefois je me dis, ok, On est do not take me for a fool. Surprise. Mes amis, aujourd'hui, c'était tout parce que le temps est terminé, le temps n'est pas à Les Nations Unies, on reviendra demain pour absolument. Il faut quand même rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs, parce que tu vois, Emeline, on est gender sensitive ici, qu'aujourd'hui, en fait, commence la Xème session de l'Assemblée. 69e. Ah, la 69e, merci. On retient 69. 69 Comme il a clairement, on a déjà dit, dit les chiffres. les Non, chiffres avec lui. Mais non, mais 69, on va retenir, ça, je vous assure. Ah, 69. Ah oui. En plus, j'y ai habité. Donc c'est la 69e Upside down. session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et demain, on sera de retour à 8h30. Alors ne ratez pas ce rendez-vous sur 89.7. Merci Emeline, merci Dacha, merci Line. Et je vous souhaite un wonderful day. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée à tout le monde.